Université juive par les ondes. Une série d'émissions consacrée aux manuscrits hébreux, en compagnie de Colette Sirat, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, chef des travaux de paléographie hébraïque médiévale. Colette Sirat, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver pour cette troisième émission d'une série de 4 consacrée aux manuscrits hébreux. Je rappelle à nos auditeurs que les 2 premières émissions concernaient le rouleau de la Torah et son histoire. La seconde émission, le début des écoles, les rapports entre l'oral et l'écrit, et qu'aujourd'hui, nous allons découvrir, grâce à votre cours, le mode de rédaction des livres et des traités. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, à l'oral et à l'écrit. En Occident, l'oral était très important. Et le mode de rédaction des livres en porte la trace. Il y a des livres qu'on appelait des kuntressi, c'est-à-dire des cahiers. Et ces cahiers étaient mis par écrit, souvent par les élèves dans les yeshivot, puisque on sait qu'il y avait beaucoup d'académies. Bon, la plus célèbre ici en France est évidemment celle de Rachi de Troyes, mais en fait il y avait des académies talmudiques en Allemagne au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Et alors les élèves prenaient des notes. Et un traité talmudique qui n'avait pas été enseigné par un maître n'était pas considéré comme ayant été appris, parce que le texte écrit ne suffisait pas. Il fallait y ajouter non seulement l'interprétation du maître, mais la coutume, mais la manière de faire. De sorte que on a très souvent dans ce genre de livres, moi j'ai vu mon maître un tel faire ceci ou cela. Et c'était ce qui était vu, ce qui était fait, était un exemple qu'il fallait suivre. Cela comptait aussi bien dans la halakha que dans le texte écrit. De sorte que, si par exemple nous regardons les commentaires de Rachi, n'est-ce pas? Rachi a écrit peut-être certains de ses commentaires, la plupart d'entre eux ont été mis par écrit par ses élèves ou par ses petits-fils, et cela explique qu'il y ait pratiquement 2 éditions du texte de Rachi. Une édition dite espagnole et une édition dite ashkénaze. Parce que étant donné que ces commentaires ont d'abord été oraux, en conséquence, les variantes pouvaient être relativement grandes. Et les textes se sont faits de manière, disons, comme un organisme qui croît. Et si on prend un texte qui est généralement considéré comme écrit par Simcha de Vitry, qui est un rabbin du XIIe siècle, alors le Marzor Vitry, c'est un texte, mais nous avons 8 manuscrits dont aucun n'est semblable à l'autre. Et il y a donc 2 genres de textes dans la tradition juive. Il y a ceux qui ont été mis par écrit après avoir été oraux, ou ceux qui ont été moitié écrits et moitié oraux, et il y a ceux qui ont été rédigés par écrit par une personne. Car aussi, d'une certaine manière, le but n'est pas le même. Dans ce milieu dont nous parlons, qui est le milieu des yeshivot françaises ou allemandes, on écrit quelque chose, mais en fait on ne fait qu'ajouter au domaine général qui est celui de l'étude divine. Alors on cite ces sources parce qu'on doit les citer, mais il n'est pas, on dit quelquefois, oui, par exemple dans les Sefer Mitzvot, mais ça c'est déjà quelque chose qui a été fait par écrit. Moi j'ai fait ceci, moi un tel, j'écris tel ou tel livre. Mais en fait, il y a une sorte d'étude qui est celle de tous les juifs pour essayer de mieux comprendre le domaine divin, auquel tout le monde peut ajouter ou retrancher. On trouve constamment dans les manuscrits de ce genre, je n'ai pas copié tel passage, la suite parce que ça ne me semblait pas nécessaire. Ce qu'on ne fait pas généralement pour un ouvrage, n'est-ce pas? Quand on a par exemple des commentaires sur les prières ou des commentaires sur les poèmes liturgiques, il n'y a pas un manuscrit qui ressemble à un autre.
Il y a donc dans ce genre de littérature une souplesse des textes qui est tout à fait étonnante et qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans le Talmud ou dans les compositions qui ont été faites au XIIe, XIIIe siècle. Alors, en pays d'islam, c'est tout à fait différent parce que un auteur prend un papier, met ses idées dessus et rédige. Et on voit très bien la différence quand on regarde par exemple les textes de Saadia. Saadia était donc le Gaon. Quand en tant que chef de la yeshiva, quand il recevait une demande sur telle ou telle question, alors il se pliait à ce qui se passait généralement dans la yeshiva, c'est-à-dire que pendant la session complète, on discutait de la chose. Ensuite, le chef de la yeshiva dictait au scribe sa réponse, qui venait donc résumer une opinion collégiale. On a mis par écrit quelque chose qui a été discuté. En revanche, Maïmonide écrivait de manière tout à fait différente. Son neveu a écrit à la fin de son dernier livre, qui étaient ce sont des aphorismes de médecine. Alors, on lit dans un manuscrit arabe une note. J'ai copié cet ouvrage d'un exemplaire écrit de la main d'Aboul Mali Youssouf ibn Abdallah, fils de la sœur de notre auteur, c'est-à-dire de Maïmonide. J'y ai trouvé la déclaration suivante, c'est-à-dire que nous avons la copie d'une copie, n'est-ce pas? Nous n'avons pas l'autographe du neveu de Maïmonide. J'ai transcrit seulement le 25e chapitre après la mort de mon oncle, sans qu'il l'eût rédigé, comme il le faisait d'ordinaire pour les autres. Il avait en effet l'habitude de corriger d'abord les notes de sa propre main, ensuite je les écrivais et les mettais au net en sa présence. C'est-à-dire que nous avons un auteur qui écrit son ouvrage et la copie propre, celle qui était le vrai livre, était faite par un scribe professionnel, comme on va le voir, c'est souvent des gens de sa famille, mais un scribe professionnel qui faisait le livre, enfin qui écrivait le livre officiel de manière tout à fait calligraphique, un petit peu comme on donne maintenant une dactylo, et on reçoit le dactylogramme, on le corrige, et c'est cela qui va chez l'éditeur. Et en fait, on a trouvé de nombreux brouillons des œuvres de Maïmonide dans la Geniza du Caire. Il y a 9 feuillets du Guide des Égarés, des brouillons du Mishneh Torah, du commentaire sur le Torah, et on voit qu'il y a de nombreuses corrections. C'est-à-dire qu'il avait d'abord fait ses notes et après il a rédigé longuement, évidemment, en corrigeant ce qu'il avait d'abord écrit. La copie au propre restait entre les mains de Maïmonide et elle servait de modèle aux copistes. On a un exemplaire du Mishneh Torah, des livres 1 et 2, qui se trouve à la bibliothèque boléenne, et en dessous on a une signature, on a exactement cela, corrigé sur mon livre, moi, Moïse, fils de Maïmon, que la mémoire du juste soit une bénédiction. Seulement, le livre, l'autographe, pouvait être déficient, n'est-ce pas? Alors, comme peut l'être un livre imprimé dont on a mal corrigé les épreuves. Et dans une lettre au sage de Lunel, qui avait posé des questions sur un passage du Mishneh Torah, Maïmonide explique, c'est une erreur, et il ne faut pas la reprocher au scribe. En effet, dans mon premier livre, des feuillets ont été déplacés. Et il ne s'en était pas aperçu. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'auteur, fût-ce Maïmonide, n'avait aucune possibilité de corriger les copies qui avaient été faites sur les copies de son livre. De sorte que Maïmonide avait défendu que l'on copie le Guide des Égarés en caractères arabes. Eh bien, de son temps, il y avait des copies en caractères arabes. On le sait très bien parce que c'est cité par divers auteurs arabes et il y a des résumés en caractères arabes. Et il y a même quelque chose de plus amusant, c'est que Samuel Ibn Tibbon a traduit le Guide des Égarés de l'arabe en hébreu. Et il a eu beaucoup de mal. Alors, au printemps 1205, il écrit à Maïmonide, « J'envoie les 3 livres, c'est-à-dire tout le guide, en langue arabe et en caractères hébreux, que nous avons ici et qui ont servi de base à ma traduction. Je vous prie de donner l'ordre à quelques-uns de vos élèves de les collationner très soigneusement 1 ou 2 fois,
jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il n'y reste aucune faute, et de contresigner la copie lorsque vous aurez vérifié que la correction a été bien faite. Je ne serai tranquille et en repos que lorsque je saurai que le livre a été bien corrigé, car il est bien difficile d'être sûr de soi lorsqu'on a utilisé un livre où les fautes sont tellement nombreuses. Même si l'étudiant était savant, il laisserait passer bien des erreurs, combien plus pour moi qui n'ai pas respiré le parfum de la science. Comme vous le verrez dans le livre 3, j'ai suggéré quelques corrections à la seconde copie qui m'est parvenue. Elle est beaucoup moins fautive que la première, car la première copie, comme je vous l'avais écrit, m'a donné l'impression qu'elle avait été transcrite sur un exemplaire en caractères arabes. Et oui, malheureusement pour Samuel Ibn Tibbon, Maïmonide était mort depuis 2 mois et demi. Samuel Ibn Tibbon ne le savait pas. Il n'a jamais reçu l'exemplaire parfait et signé par Maïmonide qu'il désirait si ardemment. Donc, le guide des égarés en arabe en hébreu que nous avons a peut-être des fautes. Il en a même sûrement, il faut le dire. Ce n'est qu'un cas, mais la chose qui est importante et qui est intéressante, c'est que quand on fait une édition de texte, n'est-ce pas, on va le dire, il y a beaucoup de manuscrits qui n'ont pas été édités. C'est-à-dire qu'on ne peut les voir qu'en manuscrit, dans les bibliothèques ou en microfilm, à l'Université de Jérusalem, ou alors il faut le commander spécialement. Alors quand on veut éditer ces textes, on se dit, eh bien, il faut arriver au manuscrit original. Mais ça n'est pas très facile parce que, en réalité, étant donné que le livre restait entre les mains de l'auteur, celui-ci avait tendance à le corriger tout le temps. De sorte que, de nos jours, on a une première édition, n'est-ce pas, puis la seconde édition, on la corrige. Bon. Et puis la troisième, alors on peut dire, voilà, j'ai cité telle édition. Mais, étant donné que le livre restait entre les mains de l'auteur, alors les corrections étaient constantes. Donc on ne peut pas parler d'édition, mais on ne peut pas parler non plus de texte véritablement fixe. Parce que le Mishneh Torah, par exemple, a été écrit quand Maïmonide était encore jeune, également son commentaire sur la Mishnah, et le fait est qu'il les a constamment corrigés, ce qui est absolument normal. Et quelquefois, les auteurs ont demandé que l'on ne copie plus la première édition, la première rédaction de leur œuvre. Par exemple, Lévi Ben Avraham de Villefranche a écrit 2 éditions de son livre Liviatrène, qui est un livre de philosophie. Et dans la seconde édition, il dit « Je demande que l'on ne copie pas la première édition, car la seconde est bien meilleure. » Mais évidemment, tout le monde copie la première, d'abord parce qu'elle est beaucoup plus courte, qu'elle est beaucoup plus facile à lire, et ni l'une ni l'autre n'ont été éditées d'ailleurs, enfin juste un tout petit morceau de la première. Mais le fait est que les vœux des auteurs étaient très rarement pris en compte. Donc, quand nous regardons les manuscrits, il faut savoir que les conditions et de rédaction et de publication font que les textes ont une très grande importance, mais que ces textes ne peuvent pas généralement être fixés à une virgule près, étant bien entendu qu'il n'y avait pas de virgule, n'est-ce pas? Et ça c'est quelque chose d'important parce que quand on fait une édition de texte, on apprend énormément de choses. Et moi, j'aimerais bien voir des élèves qui fassent des éditions de texte. Si on suit la méthode dite critique, des éditions critiques, une édition de texte, ça prend environ 20 ans. Et la grande majorité des gens ne veulent pas faire d'édition de texte. D'ailleurs, dans le judaïsme, on en a fait extrêmement peu, parce que il y a cette idée de l'érudition occidentale qui est basée sur l'Achman, sur toutes sortes de choses généralement admises dans l'université, que l'on ne peut pas se permettre de faire une édition de texte qui ne soit pas critique. Mais dans le cas des manuscrits hébreux, parler d'une édition critique, ça n'a pas de sens. Que ce soit, par exemple, notre collègue Schaeffer a voulu éditer les Chalot, il y avait tellement de difficultés de différences entre les divers manuscrits, qu'il a fait 6 colonnes pour les 6 manuscrits,
Et oui, il ne pouvait pas avoir un texte. Ça, c'est un texte oral, qui a été écrit sur l'oral, un texte souple. Il n'y avait pas moyen de trouver un seul texte. Il y en avait 6, alors il en a mis 6. Et on n'est pas obligé de faire, enfin, tous les textes ne sont pas comme cela, mais si on se rendait compte que on peut faire une édition de texte avec, je ne dis pas sans effort, parce que c'est beaucoup de travail, mais avec un travail honnête et décent, ça voudrait dire qu'on peut faire comme doctorat une édition de texte en y consacrant les 3 ou 4 ou 5 ans qui sont normaux pour un doctorat en sciences juives. Il suffit de prendre en compte ce que fut la réalité médiévale pour qu'on arrive à mettre à la portée des lecteurs les livres dont ils auraient besoin. Parce que, comme nous le verrons la prochaine fois, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'est l'histoire intellectuelle du peuple juif si on se fonde sur les livres imprimés. Alors là, il y a matière de toute évidence à analyse critique. Vous nous citiez cet exemple de 6 textes d'un même ouvrage, au fond, publié. Donc, je pense que l'analyse critique d'un texte à l'autre est riche d'enseignements sur l'évolution des mentalités, sur l'évolution de l'environnement. Est-ce que ce travail-là existe ? Il commence à exister. C'est le sujet de recherche que l'on commence à faire, que l'on n'avait pas fait jusqu'à présent dans le domaine juif, mais que commencent à faire certains de nos collègues. Et c'est une historiographie, c'est une histoire des textes que l'on commence tout juste à faire, mais qui sûrement donnera beaucoup de résultats. Alors, dans un environnement, malgré tout, où nous avons une approche sacrale des textes, j'imagine que ceci doit être regardé avec, on va dire, un petit peu de suspicion de la part des plus traditionnalistes. C'est vrai, avec beaucoup de suspicion. Et il y a encore... je vais vous donner un exemple. Il y a une grande édition faite par l'Union des Académies des textes d'Averroès. Et un grand savant, le grand savant qui était Wolfson, avait décidé qu'il fallait mettre toutes les variantes, n'est-ce pas ? Parce que toutes les variantes doivent être mises dans une édition critique. Et alors, notre collègue Ayman, qui a fait une édition d'un texte d'Averroès, a mis effectivement toutes les variantes. Et je me suis amusé à compter que la moitié des variantes qui prennent une place folle sur la page, n'est-ce pas, sont celles d'un manuscrit du XVIe siècle. Et ce manuscrit du XVIe siècle est assez amusant parce qu'il fait partie de toute une collection de manuscrits qui ont été fabriqués en Italie du Nord pour des érudits chrétiens et qui ont été vraiment faits à la pièce. C'est-à-dire que ça a été extrêmement mal copié, c'est bourré de fautes, et de plus, quand on ne trouvait pas le texte adéquat, on mettait le titre qu'avait demandé le savant chrétien et on écrivait n'importe quoi en dessous. Alors, il y a comme ça à Munich toute une bibliothèque de manuscrits qui sont de ce genre, et il est bien évident que dans un cas comme celui-là, il fallait tout simplement écarter le manuscrit, n'est-ce pas ? L'idée de mettre toutes les variantes des manuscrits pour faire une édition critique, bon, c'est beau en théorie, mais ça ne convient pas à l'histoire. Ça n'a pas de sens. Et ça prend de la place. Eh bien, Colette Sirat, c'est sur cette conclusion que nous allons prendre provisoirement congé. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, pour la 4e et dernière émission, le dernier cours, qui sera consacré à une revue générale des manuscrits hébreux. On est dans le cadre, je vous le rappelle, de l'Université juive par les ondes, et c'est une série de 4 émissions consacrées aux manuscrits hébreux.